Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre de la littérature russe, pour ne pas dire de la littérature tout court, à savoir Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Ça va faire un bout de temps que je n'ai pas publié et pour cause, je suis en road trip au Portugal et mon MacBook a planté. Plantage du type sérieux, la Logic Board, la carte mère a cramé, un MacBook tout neuf pourtant, et la réparation a pris plus de temps que prévu. Mais c'est maintenant chose faite et votre créateur de contenu préféré est de retour. Pendant tout ce temps, j'en ai profité pour lire et pour relire Crime et Châtiment, un roman aussi sublime que troublant, tant il creuse au fond de notre subconscient pour aller poser les questions auxquelles personne ne veut répondre. Et la question fondamentale que pose Dostoïevski dans Crime et Châtiment est la suivante: est-il légitime de tuer une personne fondamentalement mauvaise? Est-il légitime de tuer une personne qui fait du mal? Est-il légitime d'effacer de la surface de la terre les personnes qui font du mal? Ce roman nous raconte l'histoire de Rodion Raskolnikov, un jeune étudiant en droit à Saint-Pétersbourg qui tombe dans la pauvreté et qui a du mal à payer son loyer. Il en arrive à devoir vendre son bien le plus précieux, la montre de son père. Pour cela, il se rend chez une usurière, celle-ci profitant de sa misère et de sa détresse, lui donne un prix dérisoire pour sa montre, bien moins qu'elle n'en vaut réellement. Fou de colère face à autant d'injustices, il vient à Rodion une idée macabre dont il n'arrive plus à se défaire. Il décide de tuer l'usurière. Cette idée devient obsessionnelle. Cette femme qu'il considère comme foncièrement mauvaise, une charognarde qui vit sur le cadavre des pauvres gens, il considère cette femme comme un fardeau pour l'humanité et qu'il doit nous en soulager. Rodion Raskolnikov organise son crime de façon méticuleuse. Il pénètre dans le domicile de l'usurière et la massacre à coups de hache. Ils lui font littéralement le crâne en deux. Il se trouve malencontreusement que la sœur de l'usurière, la sœur de cette vieille dame, était également présente. Rodion ne se démonte pas. Hors de question de laisser vivre un témoin. Il massacre également la sœur à coups de hache. Et je vous rassure, ce que je vous raconte n'est pas un spoiler, ce crime arrive au tout début du roman, et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est bien sûr toute la suite, c'est l'enquête policière, c'est ce qui se passe dans la tête de Rodion Raskolnikov, les remords, la peur, la culpabilité, la paranoïa, et les tourments qu'il va vivre suite à cette aventure. Cette question le tourmente, les dialogues dans la tête de Rodion sont incessants, mais il n'y a qu'une seule chose qu'il ne regrette pas, et c'est bien entendu son acte. Rodion a peur de tout, il a peur de se faire attraper, il voit des témoins partout, mais il y a une chose qu'il ne regrette pas. Il ne regrette pas d'avoir tué cette femme. Et ce qui est intéressant et troublant dans ce roman, c'est ce qui explique aussi la controverse qu'il a suscitée dans la Russie de la fin du XIXe siècle. C'est cette chose particulière qui est que, à aucun moment, Rodion ne pense avoir fait une erreur. Il se pose des tas de questions, mais la question fondamentale, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était juste, il ne se la pose pas parce que pour lui, c'était une évidence. Il fallait liquider cette femme, il fallait soulager l'humanité de ce mal. Au travers de ce roman, on retrouve très tôt chez Dostoïevski la notion de surhomme ou d'homme supérieur comme on la retrouve chez Goethe ou bien plus tard chez Nietzsche. Et Rodion, le personnage de Dostoïevski, utilise cette notion pour justifier son crime. Il nous dit « Avec une bonne raison, on pourrait exécuter un acte ignoble, le meurtre de l'usurière en l'occurrence, si cela peut amener à faire le bien. » Et Rodion cite souvent Napoléon, estimant qu'il a eu raison de répandre autant de sang. Il dit dans le roman « Si un jour Napoléon n'avait pas eu le courage de mitrailler une foule désarmée, nul n'aurait fait attention à lui et il serait demeuré un inconnu. » Raskolnikov estime qu'il peut transcender les limites morales en tuant l'usurière, en volant son argent et en l'utilisant pour faire le bien. Il soutient que si Isaac Newton avait dû tuer une ou même 100 personnes pour éclairer l'humanité de leurs idées, cela aurait valu la peine. Selon Rodion, donc, la fin justifie les moyens et quelques pertes humaines sont parfois nécessaires pour faire avancer l'humanité.
Dostoïevski n'était pas un communiste déclaré, même s'il a été condamné au bagne en 1849 et jugé coupable de fomenter une action révolutionnaire contre le tsar Nicolas Ier. D'ailleurs, l'idée de ce roman et l'inspiration lui vient de ses années de bagne où il a observé et analysé la psychologie, les caractères, les traits psychologiques des criminels. Et au travers de son personnage, Radion, Dostoïevski nous dit que la fin justifie les moyens, et s'il faut tuer parfois des centaines de personnes pour faire le bien, eh bien la fin justifie les moyens. C'est vrai qu'on flirte avec une ligne assez trouble, et on pourrait imaginer que Dostoïevski, même s'il n'est pas communiste, même s'il ne s'est jamais proclamé communiste, est quelque part sur la même ligne que le parti communiste soviétique, que le parti rouge, parce que c'est un peu ce que racontaient les soviets. On peut tuer plusieurs millions de Russes ou plusieurs millions de Géorgiens ou d'Ukrainiens, peu importe. Eh bien, si c'est pour le bien du parti, si c'est pour le bien de la nation, si c'est pour le bien commun, c'est justifié. Et c'est un peu la limite de cette pensée, et c'est un peu le côté subversif de ce roman, parce qu'il annonce quelque part que les pertes collatérales qui mènent au bien supérieur de l'humanité ne sont pas très importantes, et puis s'il faut quelques morts pour y arriver, c'est pas grave. Et avec cette idéologie, on est arrivé au goulag, on est arrivé à ce qu'a été l'Union soviétique, qui a fini par s'effondrer, parce qu'on a réalisé que plus on oppressait les résistants, plus on les emprisonnait et plus il y avait de résistants. La comptabilité qui consiste à dire que si on supprime un certain nombre de personnes, eh bien petit à petit il n'y aura plus de révolutionnaires, c'est un calcul qui ne fonctionne pas, parce que ce qui se passe lorsqu'on fait ça, c'est que même ceux qui n'étaient pas vraiment révolutionnaires finissent par le devenir. Et ceux qui l'étaient un peu finissent par se radicaliser, parce que la violence fait qu'on déteste encore plus le pouvoir qui l'exerce. Si on avait 80% de suiveurs et 20% de révolutionnaires, si on massacre les 20% de révolutionnaires, eh bien parmi les 80% de suiveurs qui restent, eh bien naîtront encore 20% de révolutionnaires. Parce que l'humain étant ce qu'il est, il ne peut pas observer la violence en se soumettant totalement. Et le calcul mathématique qui consiste à dire « je supprime », alors ou un révolutionnaire, ou le mal, par exemple, dans le cas de cette vieille, je supprime le mal pour ne plus qu'il y ait de mal sur Terre, je supprime la méchanceté, ou je supprime les êtres humains méchants, vicieux, mal intentionnés, et il y aura la paix sur Terre. C'est un calcul qui ne marche pas, parce que l'humain étant ce qu'il est, il ne fonctionne pas comme ça. On aura beau tuer tous les mauvais sur Terre, il y aura toujours des mauvais qui continueront à naître. Et donc on pourrait faire comme Radion, tuer toutes les usurières ou les prêteurs sur gage qui profitent de la pauvreté des gens, il y aura toujours des prêteurs sur gage. L'arithmétique ne s'applique pas à la nature humaine, l'arithmétique ne s'applique pas au fonctionnement social des masses. Et Radion, cet étudiant russe de Saint-Pétersbourg, qui se considère comme extrêmement intelligent, qui se considère comme un homme supérieur, il classe les hommes, et là je ne parle pas de Dostoïevski, mais de son personnage, Radion, il classe les humains en deux catégories. Il y a les soumis à la loi, qui défendent l'ordre établi et qui sont terrorisés à l'idée du changement, et il y a les surhommes, les rebelles, les transgressifs, les criminels, qui n'acceptent pas l'ordre établi, qui n'acceptent pas de se soumettre. Et lui se considère un surhomme, il se considère en opposition à l'ordre établi. L'usurière étant dans l'ordre établi, qui profite du système capitaliste de l'époque. La Russie des tsars était une Russie capitaliste, où on pouvait acheter des stocks, des bons du trésor, une Russie bancarisée, une Russie extrêmement riche. Et comme dans toute société capitaliste, l'écart entre riches et pauvres est important. C'est un peu le problème du capitalisme. Le capitalisme génère de la richesse partout où il s'installe, sauf que le collatéral du capitalisme qu'on n'a jamais vraiment réussi à régler, c'est sa nature, c'est la nature profonde du capitalisme, on ne sait pas faire autrement, c'est que là où il s'installe, il génère de la richesse, mais l'écart entre riches et pauvres augmente. Chose que même le communisme n'a pas réussi à régler, parce que le capitalisme, c'est beaucoup de riches et beaucoup de pauvres, le communisme, c'est des pauvres partout. Donc le capitalisme a au moins le mérite d'arriver à sauver quelques personnes, d'arriver à les extraire de leurs conditions, contrairement au communisme et au socialisme qui, lui,
promet la pauvreté à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un peu la gueule de bois qu'ont eu les Russes en découvrant le communisme. On leur a promis que le communisme, ça serait l'égalité pour tous, que les méchants riches seraient expropriés, qu'on allait distribuer les terres à tous les paysans. Et on a réalisé en fait qu'on est passé d'un monde avec un grand écart entre riches et pauvres à un monde où tout le monde est pauvre. Mais même si on peut trouver beaucoup de naïveté à Radion Raskolnikov, la naïveté qu'ont les étudiants, c'est un étudiant de 23 ans, et je pense que lorsqu'on était étudiant, on a tous un peu été de gauche. J'ai tendance à dire que lorsque tu es de gauche avant 30 ans, c'est un peu normal. Lorsque tu es de gauche après 30 ans, c'est que tu es un peu con. C'est mon avis personnel, mais en général, dès que tu commences à gagner du fric et que tu commences à te faire taxer violemment par les impôts, tu as tendance à être de moins en moins de gauche. Et quelque part, Radion, même s'il se considère comme supérieur ou beaucoup plus intelligent que la masse, que le commun des mortels, finalement, il tombe dans le défaut de tous les étudiants, de l'égalitarisme, de la naïveté, de la distribution équitable des richesses, de la naïveté d'une société socialiste, pour ne pas dire communiste, qui empêcherait cet écart entre riches et pauvres de se développer. Mais on réalise que malgré les défauts du capitalisme, malgré les extrêmes du capitalisme qui poussent à la naissance de cette usurière qui lui achète sa montre un quart ou la moitié du prix, malgré le développement des propriétaires terriens, malgré les richesses qui basculent dans les mains ou entre les mains d'une minorité, eh bien ce système, on n'a pas encore trouvé mieux. Et ceux qui pensaient avoir trouvé mieux ont inventé le communisme, et on sait ce que ça a donné. Mais il y a une réflexion qui est intéressante chez Radion, malgré sa naïveté, et là c'est la réflexion qui est juste, c'est la division des hommes en deux catégories. Il dit qu'il y a les suiveurs, ceux qui sont confortables dans l'ordre établi, qui ne veulent pas le bouleverser, c'est la majorité, et il y a ceux qu'il considère comme les surhommes, et dans les surhommes, il met également les gangsters, les transgressifs, les criminels. Parce que, quelque part, être criminel, c'est aussi être contre l'ordre établi, être contre la loi, contre la police. Et il dit aussi quelque chose de très intelligent qui m'a beaucoup fait réfléchir. Vous savez, je définis un bon livre comme étant un livre où on s'arrête toutes les 10 pages, toutes les 20 pages pour réfléchir parce qu'on se prend claque sur claque et à un moment pour digérer, il faut pouvoir s'arrêter et réfléchir à ce qu'on vient de lire. Et Crime et Châtiment fait partie de ces livres et je me suis arrêté à un moment où il a dit que la première génération punit toujours les criminels, la première génération d'individus punit toujours les criminels. Mais la deuxième génération finit par les aduler. Le rebelle marginal devient un héros. Et il est intéressant aujourd'hui de voir la fascination qu'on a tous pour les gangsters, pour les voleurs. Même si on ne valide pas certainement ce qu'ils ont fait, on est quelque part fasciné face à ces personnages du type Al Capone, Pablo Escobar, Jacques Mérine. Des séries telles que La Casa del Papel, où un groupe de braqueurs espagnols braque la Banque d'Espagne pour imprimer de l'argent. Et où on voit toute l'Espagne se souder derrière ce groupe, les supporter, les aider, leur masque devient légendaire, tout le monde porte le masque de ces gangsters, parce que la défiance séduit, la défiance qui est quelque part le faible, le criminel face à l'État, face à l'armée, face au système, face à la police. Ça a beau être un criminel, mais c'est le faible qui défie un système en place. Et quelque part, d'où vient cette fascination? Elle vient du fait que ces gens-là ont le courage de faire ce qu'on n'a pas le courage de faire nous-mêmes. On vit au travers de ces gens-là. On a tous envie d'envoyer balader le système, on a tous envie de débarquer à Francfort et de saisir les coffres. On rêve tous un peu de ce genre d'action subversive anti-système, mais on ne le fait pas. Il y a une minorité d'individus qui sont assez courageux ou assez déglingués ou qui vivent dans un autre monde, qui sont dans un autre état d'esprit. C'est pour ça que Rodion les définit comme des hommes supérieurs, des surhommes. Et Dostoïevski a dû largement, pas uniquement, Goethe aussi, on va dire que Goethe et Dostoïevski ont largement dû influencer la forme finale du surhomme qu'on retrouvera plus tard abouti chez Nietzsche. Et j'ai trouvé cette distinction des humains en deux catégories assez juste. C'est une distinction que j'ai observée moi-même et que je valide. Il y a des suiveurs
et il y a des hommes qui sont faits pour changer le monde. Ils ne le font pas toujours de façon vertueuse, parfois c'est des criminels, parfois c'est des gangsters, parfois c'est des braqueurs, mais la fascination pour ces gens-là est toujours là. On sait que ce qu'ils ont fait est mal, mais ce qui nous attire, c'est la subversion face à l'ordre établi, c'est la défiance face à l'ordre établi. Et c'est ce qui est sublime dans l'œuvre de Dostoïevski, et c'est ce qu'il faut retenir. La puissance de ce roman, c'est d'abord le monologue intérieur que vit Radion, qui creuse sans limite dans le fond de sa psychologie et qui se pose la question que personne ne se pose: suis-je capable de tuer? C'est une question qu'on a peur de se poser nous-mêmes, et c'est parfois une réponse à laquelle on n'a pas envie de répondre. Essaye de te poser la question: est-ce que je suis capable de tuer? Et quelque part, tu n'auras pas envie d'aller au bout de cette démarche parce que tu risques de te faire peur, ou tu risques de creuser dans des choses ou aller dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller. Mais Radion n'a pas peur, il se pose cette question, il répond à cette question, oui, il est capable de tuer, et il agit en tuant l'usurière. Mais finalement, là où il se trompe, c'est que en supprimant une personne qui fait du mal, on n'a pas guéri l'humanité, on n'a pas changé l'ordre établi, parce que l'ordre établi est une convergence de forces tellement complexe qu'un acte individuel n'est pas suffisant pour le changer. Et le fonctionnement des humains en société est beaucoup plus complexe, sinon on aurait trouvé une façon d'établir la paix sur Terre depuis bien longtemps. Depuis que l'homme existe, il y a des guerres, il y en aura encore. Même en supprimant toutes les forces maléfiques de la Terre, on n'empêchera pas le mal de continuer à exister. Et encore une fois, la sociologie échappe à l'arithmétique. Ce n'est pas parce que tu as tué 10 criminels ou que tu as tué 10 capitalistes que tu as instauré la paix sur Terre. Mais le talent de Dostoïevski, c'est aussi ça, son talent de romancier, c'est de nous avoir fait vivre cette naïveté au travers d'un étudiant en droit de 23 ans. Dostoïevski aurait pu prendre un autre personnage pour commettre ce crime. Il aurait pu prendre un homme mûr de 50 ans, un homme un peu plus âgé, mais il savait que l'homme âgé n'a pas la naïveté ou les élans révolutionnaires de la jeunesse qui est pleine de testostérone, pleine de vigueur, d'énergie. Donc il nous a fait vivre cette naïveté, à mon sens, volontairement, au travers du regard d'un jeune étudiant naïf de 23 ans qui pense réellement qu'en tuant une usurière, qu'en tuant un prêteur sur gage, eh bien, il va quelque part mettre fin à cette injustice que génère le capitalisme entre les riches et les pauvres. Et pour revenir au surhomme, ma définition du surhomme, ce n'est pas celui qui est capable de violence, mais c'est celui qui est capable de violence mais qui ne l'exerce pas. J'en avais parlé dans un podcast sur Patreon, je vous mettrai le lien dans la description de cet audio pour ceux qui veulent aller le consulter. C'est un podcast que j'ai fait il y a un bout de temps déjà, où je prenais l'exemple de la Belle et la Bête, et j'expliquais pourquoi la Belle était fascinée par la Bête. Pourquoi cette femme fragile, jeune, jolie, est fascinée par ce monstre que représente la Bête. Eh bien, ce que la Bête apporte, c'est que elle est capable d'une extrême violence. La Bête est un monstre qui est capable de déchiqueter la Belle avec ses griffes, avec ses dents, mais qui ne le fait jamais. La Bête, c'est une espèce de gros monstre gentil qui est capable de violence, qui est capable d'une extrême violence, mais qui ne l'exerce jamais, ou qui ne l'exerce que pour protéger la Belle. Et ça résume aussi assez bien les rapports homme-femme. Une femme ne sera jamais fascinée par un homme qui est capable de violence et qui exerce la violence. Elle sera fascinée par l'homme qui est capable de violence, mais qui ne l'exerce pas, ou qui ne l'exerce que pour la protéger. Et c'est à mon sens le trait le plus séduisant que puisse avoir un homme. Parce que un homme qui est capable de violence et qui exerce la violence, un homme qui est capable de se battre et qui se bat, finalement c'est un animal qui ne contrôle pas ses pulsions. Tu es capable de te battre, tu es capable de faire mal et tu fais mal. Mais l'homme qui est capable de violence, qui est capable de se battre, mais qui ne le fait pas, accède par ce fait au statut d'homme supérieur. Parce que non seulement il a la force physique pour lui, mais il ne l'exerce pas parce qu'il a dépassé son stade d'animal ou qu'il exerce
comme dernier recours. Et l'homme supérieur, l'homme séduisant, ce n'est pas l'homme qui est capable de violence et qui l'exerce, mais c'est l'homme qui est capable d'une extrême violence, mais qui ne l'exerce jamais. Et j'en parlais dans un podcast dédié, encore une fois, pour ceux qui veulent aller le consulter, j'en parlais un peu plus longuement sur Patreon. Et Dostoïevski, au-delà d'être un romancier de génie, est un psychologue hors pair. Si on devait classer les écrivains russes, je classerais Tolstoï, que j'ai beaucoup lu par le passé, dans la catégorie des sociologues, et Dostoïevski dans la catégorie des psychologues. Tolstoï, c'est quelqu'un qui est très bon à décrire, ou pour décrire, les interactions humaines, les rapports hommes-femmes, les mouvements de société, les mouvements de classe, la guerre, les batailles. C'est quelqu'un qui décrit extrêmement bien les sociétés, notamment la société russe, et les rapports humains. Alors que Dostoïevski, c'est quelqu'un que je mettrais dans la case des psychologues, parce que Dostoïevski va prendre une idée, le crime, la peur, le remords, et il va creuser dans la poubelle de l'esprit, il va aller jusqu'au fond, dans les coins les plus sombres de l'inconscient, pour tenter d'en extraire les réponses. Et Dostoïevski est probablement l'un des plus troublants parce qu'il pose les questions auxquelles personne n'a envie de répondre. Es-tu capable de tuer ? Qui peut répondre à ça par oui ou non ? C'est une question auquel on n'a pas envie de répondre, c'est une question qu'on n'a pas envie de se poser. Eh bien, Dostoïevski la pose et il y répond au travers de son personnage, Radion Raskolnikov. Et ce roman a été publié en 1866, Crime et Châtiment a été publié en 1866 comme un feuilleton en plusieurs épisodes et il a suscité un tollé à l'époque, une indignation, une fascination en fonction des cas. Il y a même eu une vague d'assassinats de prêteurs sur gage à Saint-Pétersbourg lors de sa publication. Ça a influencé beaucoup de jeunes, comme quoi ce qu'on dit, ce qu'on écrit est très important. Beaucoup de jeunes portés par l'élan de ce personnage qui est devenu une star et qui ont pensé faire pareil, soulager l'humanité des prêteurs sur gage et des usuriers. Encore une fois, d'où l'importance, lorsqu'on est un personnage public, lorsqu'on a une audience, de faire très attention à ce qu'on dit, parce que les plus jeunes sont influençables. Et Crime et Châtiment, qui n'est qu'une fiction, a augmenté le nombre des assassinats à Saint-Pétersbourg, pour vous donner un peu l'idée de l'impact de Dostoïevski à l'époque. Et pour finir, je vous parlerai d'une anecdote qui a été reprise dans le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Hemingway parlait à Ezra Pound, le poète, et il lui disait « Tu sais, en littérature, il y a les Russes et il y a tous les autres. » Et j'ai tiré un grand sourire quand j'ai lu cette phrase. C'est un échange que vous trouverez dans Paris est une fête, le roman d'Hemingway, parce que c'est une conviction que j'ai. J'ai beaucoup lu les auteurs russes et je classe, comme Hemingway, la littérature russe au-delà de toutes les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas de niveau ou ne sont pas bonnes, mais je mettrais en 1 la littérature russe, en 2 la littérature française, et peut-être en 3 tous les autres. Mais le réalisme tel qu'on peut le retrouver chez les Russes, la vérité telle qu'elle peut s'exprimer chez les Russes, n'a quasi aucune compétition. J'arrive à expliquer ça par le climat. C'est un pays où il fait froid, c'est un pays où on n'a pas le temps pour philosopher, raconter des histoires à rallonge. On est obligé de comprendre la vie très vite parce que à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 degrés, il est beaucoup plus difficile de philosopher qu'à 25 ou 26 degrés dans le sud de l'Italie. Et c'est peut-être ce qui explique le réalisme, la fulgurance de la pensée chez les Russes. C'est peut-être ce climat difficile qui les pousse à comprendre les choses très vite et ça leur permet de nous délivrer la vie crue telle qu'elle est. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'écriture russe. C'est une écriture qui échappe à la naïveté. Il y a une espèce de vérité dans les rapports hommes-femmes, une vérité face à la mort, une vérité face au crime, une vérité face à la guerre qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Voilà pour aujourd'hui, vous trouverez plein de liens dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai des liens vers mon Patreon pour ceux qui veulent devenir mes contributeurs et accéder à tous les podcasts exclusifs que j'ai déjà produits, plus de 90 à l'heure actuelle. Vous aurez aussi un lien vers le site où vous trouverez la bibliothèque de l'Observateur où je mets tous les livres qui m'ont inspiré. Elle n'est pas complètement à jour, je dois encore travailler dessus, mais je l'alimenterai au fur et à mesure. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.